Lors du mariage de Monsieur de Luxembourg, et qu'il entreprit pour se faire un chausse-pied à une érection nouvelle, Monsieur le Prince avouait obtenu des lettres patentes de renvoi au Parlement. Monsieur Talon, lors avocat général d'une grande réputation, y parla avec grande éloquence et une grande capacité, et, après avoir traité la question à fond, avec toutes les raisons de part et d'autre, avouait conclu en plein contre Monsieur de Luxembourg. Ce fut aussi où il arrêta son affaire, eut son érection nouvelle et attendit sa belle. Il crut l'avoir trouvée quelques années après. Novion, premier président, étoué potier comme le duc de Gesvres. L'intérêt de son cousin, qu'on a vu dans la généalogie ci-dessus, l'avouait mis dans celui de Monsieur de Luxembourg. Ils crurent pouvoir profiter de l'état prêt à être jugé, où le procès en étouait demeuré, et résolurent de l'étrangler à l'improviste, et peut-être en serait-il venu à bout sans le plus grand hasard du monde. À une audience ouvrante de 7 heures du matin, destinée à rendre une sommaire justice au peuple, aux artisans et aux petites affaires qui n'ont qu'un mot, l'intendant de mon père et celui de monsieur de la Rochefoucauld, qui se trouvèrent sans penser à rien moins qu'à ce procès de préséance, en entendirent rappeler la cause et tout aussitôt un avocat parler pour monsieur de Luxembourg. Ils s'écrièrent, s'opposèrent, représentèrent l'excès d'une telle surprise, et en arrêtèrent si bien le coup que, manqué par là, et les mesures rompues par ce singulier contretemps, monsieur de Luxembourg demeura court et laissa de nouveau dormir son affaire jusqu'au temps dont il s'agit ici. Ce monsieur de Novion fut surpris en quantité d'iniquités criantes, et souvent à prononcer à l'audience, à l'étonnement des deux côtés. Chacun croyait que l'autre avouait fait l'arrêt et ne le pouvait comprendre, tant qu'à la fin, ils se parlèrent au sortir de l'audience et découvrirent que ces arrêts étaient du seul premier président. Il en fit tant que le roué résolut enfin de le chasser. Novion tint ferme, en homme qui a toute honte bu, et qui se prend à la forme, qui rendouait son expulsion difficile. Mais on ne le menaça enfin de tout ce qu'il méritait. On lui montra une charge de président à mortier pour son petit-fils, car son fils était mort de bonne heure, et il prit enfin son parti de se retirer. Harley, procureur général, lui succéda, et la Briffe, simple maître des requêtes, mais d'une brillante réputation, passa à l'importante charge de procureur général. Harley était fils d'un autre procureur général du Parlement et d'une Bellièvre, duquel le grand-père fut ce fameux Achille d'Harley, premier président du Parlement après ce célèbre Christophe de Toux, son beau-père, lequel était père de ce fameux historien. Issu de ces grands magistrats, Harley en eut toute la gravité qui l'outra en cynique. En affecta le désintéressement et la modestie, qu'il déshonora l'une par sa conduite, l'autre par un orgueil raffiné, mais extrême, et qui, malgré lui, sautait aux yeux. Il se piqua surtout de probité et de justice, dont le masque tomba bientôt. Entre Pierre et Jacques, il conservait la plus exacte droiture, mais, dès qu'il apercevait un intérêt ou une faveur à ménager, tout aussitôt il était vendu. La suite de ses mémoires en pourra fournir des exemples. En attendant, ce procès-ci le manifesta à découvert. Il était savant en droit public, il possédait fort le fond des diverses jurisprudences, il égalouait les plus versés aux belles lettres, il connaissait bien l'histoire et savouait surtout gouverner sa compagnie avec une autorité qui ne souffrait point de réplique et que nul autre premier président n'atteignit jamais avant lui.
une austérité pharisaïque, le rendouait redoutable par la licence qu'il donnait à ses répréhensions publiques, et aux partis, et aux avocats, et aux magistrats, en sorte qu'il n'y avouait personne qui ne tremblât d'avouer affaire à lui. D'ailleurs, soutenu en tout par la cour, dont il est doué l'esclave, et le très humble serviteur de ce qui est doué en vraie faveur, fin courtisan, singulièrement rusé politique, tous ses talents, il les tournait uniquement à son ambition de dominer et de parvenir, et de se faire une réputation de grand homme. D'ailleurs, sans honneur effectif, sans mœurs dans le secret, sans probité qu'extérieure, sans humanité même, en un mot, un hypocrite parfouet, sans fouet, sans louer, sans Dieu et sans âme, cruel mari, père barbare, frère tyran, ami uniquement de soi-même, méchant par nature, se plaisant à insulter, à outrager, à accabler, et n'en ayant de sa vie perdu une occasion. On fait rouer un volume de ses traits, et tout d'autant plus perçant qu'il avouait infiniment d'esprit, l'esprit naturellement porté à cela est toujours maître de souhait, pour ne rien hasarder dont il pût avouer à se repentir. Pour l'extérieur, un petit homme vigoureux et maigre, un visage en losange, un nez grand et aquilin, des yeux beaux, parlants, perçants, qui ne regardait qu'à la dérobée, mais qui, fixé sur un client ou sur un magistrat, étouait pour le faire rentrer en terre, un habit peu ample, un rabat presque d'ecclésiastique et des manchettes plates comme eux, une perruque fort brune et fort mêlée de blanc, touffue, mais courte, avec une grande calotte par-dessus. Il se tenouait et marchouait un peu courbé, avec un faux air plus humble que modeste, et rasouait toujours les murailles pour se faire place avec plus de bruit, et n'avançouait qu'à force de révérences respectueuses, et comme honteuse à droite et à gauche, à Versailles. Il est tenoué au rouet et à madame de Maintenon, par l'endrouet sensible, et c'est tué lui qui, consulté sur la légitimation inouïe d'enfant sans nommer la mère, avouait donner la planche du chevalier de Longueville, qui fut mise en avant, sur le succès duquel ceux du rouet passèrent. Il eut dès lors parole de l'office de chancelier de France, et toute la confiance du rouet, de ses enfants et de leur toute-puissante gouvernante, qu'il sut bien se conserver et s'en ménager de continuelles privances. Il étouait parent et ami du maréchal de Villerouet, qui s'étouait attaché à monsieur de Luxembourg, et ami intime du maréchal de Noailles. La jalousie des deux frères de Duras, capitaines des gardes, avouait uni les deux autres capitaines des gardes ensemble, tellement que Noailles, pour cette raison, et Villerouet, par son intérêt d'être lié à monsieur de Luxembourg, disposait, en sa faveur, du premier président. Monsieur de Chevreuse avouait toujours eu dans la tête l'ancien rang de Chevreuse, et s'étouait peut-être pour cela que monsieur de la Rochefoucauld s'étouait rouédi. Alors commune promotion, dans l'ordre en 1688, à ne vouloir lui céder, comme duc de Luynes, qu'après sa réception au Parlement en cette qualité, pour avouer un titre public qu'il n'avouait céder qu'à l'ancienneté de Luynes, et ne s'étouait pas voulu contenter de la simple cession du duc de Luynes, parce que cet article particulier de famille pouvait aisément ne se pas représenter dans la suite. Cette idée, que M. de Chevreuse avouait lors et qu'il a toujours sourdement conservée, jointe au mariage de sa fille aînée avec le fils aîné de M. de Luxembourg, l'égara de son intérêt de duc de Luynes, commun avec le nôtre, et l'unit à celui de M. de Luxembourg, et, avec lui, M. de Beauvilliers, que tous deux n'étouaient qu'un même cœur et un même esprit. Dirait-on,
de personnages d'une vertu si pure et toujours si soutenue que l'humanité, qui se fourre partout, avouait mis entre eux et monsieur de la Rochefoucauld une petite séparation qui ne contribua pas à leur faire trouver bonne la cause qu'ils soutenaient. Ce dernier, au plus haut point de faveur, mais destitué de confiance et naturellement jaloux de tout, ne pouvait s'offrir que l'une et l'autre, de la part du roué, fussent réunis dans les deux beaux-frères. Leur vie, leur caractère, leurs occupations, leurs liaisons et les siennes, tout est toué entièrement ou opposé, ou pour le moins très différent. Entre ces deux sortes de faveurs, le premier président ne balança pas à trouver celle des beaux-frères préférable. Il y joignit celle de Noailles et de Villeroué, qui étaient grandes aussi, et tout l'éclat dont brillait monsieur de Luxembourg. De tous ceux qui l'attaquaient, aucun n'était en faveur que le seul duc de la Rochefoucauld, les mieux avec le roué, ce n'était que distinction à quelques-uns et considération pour la plupart. Ainsi, le choix du premier président ne fut pas difficile. Talon, devenu président à Mortier, flatté de voir monsieur de Luxembourg réclamer les parents de sa mère, oublia qu'il avait été avocat général. Il ne craignit point le blâme d'être contraire à soi-même, et après avoir parlé d'autrefois avec tant de force dans la même affaire contre monsieur de Luxembourg, comme avocat général, on le vit devenir le sien et travailler à ses factums. Il fouilla les bibliothèques, rassembla les matériaux, présida tout ce qui se fit, écrivit pour monsieur de Luxembourg, à visage découvert, et rien ne s'y fit que par lui. Le célèbre Racine, si connu par ses pièces de théâtre, et par la commission où il était employé lors pour écrire l'histoire du roué, prêta sa belle plume pour polir les factums de monsieur de Luxembourg et en réparer la sécheresse de la matière par un style agréable et orné, pour les faire lire avec plaisir et avec partialité aux femmes et aux courtisans. Il avouait été attaché à monsieur de Seignelay, était ami intime de Cavouet, et tous deux l'avouaient été de monsieur de Luxembourg, et Cavouet l'était encore. En un mot, les dames, les jeunes gens, tout le bel air de la cour et de la ville était pour lui, et personne parmi nous à pouvoir contrebalancer ce grand air du monde, ni même y faire aucun partage. Que si on ajoute le soin de longues mains pris, de captiver les principaux du Parlement, et toute la grand-chambre par parents, amis, maîtresses, confesseurs, valets, promesses, services, il se trouvera qu'avec un premier président tel que Harley, à la tête de ce parti, nous avions affaire à incomparablement plus fort que nous. Un inconvénient encore, qui n'était pas médiocre, fut la lutte d'une communauté de gens en même intérêt contre un seul qui conduisait le sien avec indépendance et qui n'avait besoin d'aucun concert. Le nôtre subsista pourtant fort au-dessus de ce qui se pouvait attendre d'une si grande diversité d'esprit et d'humeur, dans une parité de dignité et d'intérêt. Monsieur de Bouillon, avec la chimère de l'ancien rang d'ancienneté d'Albret et de Château-Thierry, imita le duc de Chevreuse, et dès le premier commencement de l'affaire. Mais celui-ci se contenta de n'y prendre aucune part. Telle était notre situation lorsque monsieur de Luxembourg l'entama. Le premier pas fut de faire donner des conclusions au procureur général. Labrif, maître des requêtes, si brillant, se trouvait accablé du poids de cette grande charge et n'y fut pas longtemps sans perdre la réputation qu'il y avouait placée. Accoutumé à être l'aigle du conseil, Harley en prit jalousie et prit à tâche de le contrecarrer. L'autre, plein de ce qu'il avouait si rapidement porté, voulut lutter d'égal et ne tarda pas à s'en repentir.
Il tomba dans 1000 panneaux que l'autre lui tendouait tous les jours, et dont il le relevouait avec un air de supériorité qui désarçonna l'autre. Il sentit son faible à l'égard du premier président en tout genre. Il se lassa des camouflets que l'autre ne lui épargnait point, et peu à peu il devint soumis et rampant. C'était sa situation lorsqu'il fut question de ses conclusions. Tout abattu qu'il était, il ne manquait point d'esprit. Mais la crainte et la défiance avouaient pris le dessus. Il sentit où penchait le premier président, et il n'osa le choquer, de sorte que M. de Luxembourg eut ses conclusions comme et quand il les voulut. Nos productions n'étaient pas faites, rien n'était donc en état, et Labriffe avouait promis au duc de la Trémoille et de la Rochefoucauld de les attendre, comme il était de règle et de droit, lorsque M. de Luxembourg, qui le regardait comme un premier coup de parti, se vanta de les avouer favorables et en effet les fit voir. C'était un autre pas de Claire, puisqu'elle devait être remise au greffe cachetée, et que personne ne devait savoir quoi que ce soit de ce qu'elle contenait. Monsieur de Chaulnes voulut au moins s'en venger. Dès que notre premier factum fut imprimé, il le porta à Labriffe et lui dit que c'était sans intérêt, puisque tout le monde s'avouait ses conclusions données et en faveur de M. de Luxembourg, mais que notre procès, ne pouvant être que curieux en souhait et célèbre au Parlement, il avouait voulu lui apporter notre premier mémoire tout mouillé encore de l'impression, dans la lecture duquel il croyait qu'il ne serait pas fâché de se délasser en ses heures perdues, et dans lequel il apprendrait des faits et beaucoup de choses très importantes pour l'intelligence et la décision de l'affaire, très nettement exposées, et dont aucun n'avouait encore paru. La gravité et la réputation de M. de Chaulnes ajouta beaucoup au poids de cette raillerie, qui embarrassa extrêmement le procureur général. Il voulut se jeter dans les excuses, mais M. de Chaulnes, qui souriait de le voir balbutiant, l'assura que ce n'était pas à lui qu'il les fallait faire, mais à messieurs de la Trémoille et de la Rochefoucauld qui, à ce qu'il s'était laissé dire, n'étaient pas tout à fait tant ses serviteurs que lui. J'ai mis le procureur général et ses conclusions ainsi données en écolier, à la suite de ce que j'ai cru devoir faire connaître du premier président, de M. Talon, et de tout ce qui se ralliait pour M. de Luxembourg, afin de montrer une fois pour toutes à qui nous eûmes affaire, et l'inégalité de la partie en même temps. Avant d'aller plus loin, il faut dire comment j'y entrais et comment je m'en démêlais. On peut juger qu'à mon âge, et fils d'un père de la cour du feu roué, et d'une mère qui n'avouait connu que les devoirs domestiques, et sans aucun proche, je n'étais en aucun commerce avec pas un des ceux que M. de Luxembourg attaquait. Eux qui se vouloient réunir le plus en nombre qu'ils pourraient, comptant peu sur de certains ducs, et désertés par messieurs de Chevreuse et de Bouillon, n'en voulurent négliger aucun, parce que chacun a ses amis et sa bourse, pour les frais qui se faisaient en commun. Monsieur de la Trémoille m'aborda donc chez le roué, et me dit que lui et plusieurs autres qu'il me nomma étaient attaqués par monsieur de Luxembourg en préséance, par la reprise d'un ancien procès, où mon père avouait été parti avec eux, qu'ils espéraient que je ne les abandonnerais pas dans cette affaire, quoique monsieur de Luxembourg fût mon général, qu'il l'avouait chargé de m'en parler, et ajouta du sien les compliments convenables. C'était dans tous les premiers commencements de cette reprise, et assez peu depuis mon retour de l'armée. J'ignorais donc parfaitement l'affaire, mais mon parti fut bientôt pris. Je remerciai monsieur de la Trémoille, tant pour lui que pour ces messieurs, de ce qu'ils avouaient penser à moi, et je lui dis que je ne craindrais jamais de m'égarer en si bonne compagnie, en suivant l'exemple de mon père
et que je le priais d'être persuadé et de les assurer que rien ne me séparerait d'eux. Monsieur de la Trémouelle me parut fort content, et dans la journée monsieur de la Rochefoucauld me chercha en plusieurs des autres, et m'en firent 1000 compliments. Enrôlé de la sorte, je crus devoir toutes sortes de ménagements à un homme tel qu'était lors monsieur de Luxembourg, sous qui j'avouais fait la campagne, qui m'avouait bien traité, quoique sans être connu de lui que parce que j'étouais, et sous qui je pouvais servir souvent. J'allai donc le lendemain chez lui, où il n'étouait pas, et je le fus trouvé chez le duc de Montmorency. Le marquis d'Harcourt et Albergotti étouaient avec eux. Je fis là mon compliment à monsieur de Luxembourg, et lui demandai la permission de ne pas séparer de ceux des ducs sur lesquels il demandait la préséance, que, de toute autre affaire, je l'en laisserouais absolument le maître, que sur celle-là même, si je n'avouais voulu faire aucun pas sans savoir s'il le trouverait bon, et j'ajoutais tout ce que l'âge et l'état exigeaient d'un jeune homme. Cela fut reçu avec toute la politesse et la galanterie imaginables, la compagnie y applaudit, et monsieur de Luxembourg m'assura que je ne pouvais moins faire que suivre l'exemple de mon père, et qu'il ne m'en marquerait pas moins, etc., en toutes occasions. Ce devoir rempli, je ne songeais plus qu'à bien soutenir l'affaire commune conjointement avec les autres, sans rien faire qui pût raisonnablement déplaire à monsieur de Luxembourg. Maintenant voici le sommaire du procès, car d'entrer dans le détail des loués, des exemples, des défenses de part et d'autre, ce serait la matière de volumes entiers, et il s'en trouve plusieurs faits de part et d'autre qui en instruiront suffisamment et à fond les curieux. Monsieur de Luxembourg prétendait que l'effet des érections femelles allouait à l'infini, que madame de Tingry, quoique dans le monde demeurant sous ses vœux, et son frère ayant cédé sa dignité et ses biens à sa sœur du second lit, par son contrat de mariage, lui diacre et par conséquent hors d'état de se pouvoir marier, cette fille du second lit qu'il avouait épouser passouait au droit des enfants du premier lit qui se trouvaient épuisés, et de plein droit le faisouait duc et père de la date de la première érection, que la clause en tant que besoin serait apposée aux lettres nouvelles qu'il avouait obtenues aussitôt après son mariage, annulait toute la force que cette nouvelle érection pouvait donner contre lui, et que ce qui achevait de l'anéantir étouait ce qu'il avouait plus au roi de déclarer par ses lettres patentes en 1676, qu'il n'a point entendu ériger de nouveau Piney en duché Berry en 1661, mais bien le renouveler en faveur de monsieur de Luxembourg, d'où il concluait qu'il était par là manifeste que son ancienneté remontait à la première érection de 1581. Les opposants prétendaient au contraire qu'aucune érection femelle n'était infinie, que son effet était borné à la première fille qui le recueillait, et que si elles avouaient quelquefois passer à une seconde fille, s'avouait était tout, jamais au-delà, et encore par grâce et à la faveur de nouvelles lettres, en continuation de péri, avec rang du jour de ces nouvelles lettres, qu'ainsi l'ancienne érection de Piney était éteinte dans le sang du premier mari de la duchesse héritière. Ce qui était si vrai qu'elle avouait perdu son rang et ses honneurs de duchesse en se remariant, bien loin qu'elle les eût communiqués à son second mari, tant la dignité demeurait fixée et immuable dans son fils du premier lit, que, pour la démission qu'il en avouait faite, ainsi que de ses biens à sa sœur du second lit par son contrat de mariage, cette démission avouait deux vices qui la rendaient absurde et nulle, et un troisième qui la faisait impossible. Le premier, son état d'interdit devant et après,
qui, n'ayant été levé que pour le moment nécessaire de cette démission, n'était qu'une dérision de la justice qui ne pouvait avoir d'effet ni être reçue sérieusement. Deuxièmement, que les grandes sommes données à cet interdit par le futur époux de sa sœur du second lit, motivées dans son contrat de mariage comme cause de cette démission, l'annulait par cela même, puisqu'on ne peut devenir duc et père que par deux voués, érection en sa faveur ou succession, et que l'acquéreur en est formellement exclu. Troisièmement, que la volonté de l'interdit, quand bien même il ne l'eût jamais été, et qu'il n'eût rien reçu pour sa démission, était entièrement insuffisante pour faire un duc et père en se démettant, puisqu'une démission ne pouvait opérer cet effet que par deux choses réunies, un sujet naturellement héritier de la dignité à qui la démission ne fait qu'en avancer la succession, et la permission du rouet de la faire, qui toutes deux manquaient totalement en celle-ci. Que la cause, en tant que besoin serait, glissée dans les nouvelles lettres d'érection de 1661, accordées à M. de Luxembourg, ne lui donnait aucun droit, ce qui était évident, puisqu'il avouait obtenu ces nouvelles lettres et pris le dernier rang en conséquence, sans quoi il n'eût point été duc et père, et que de plus cette clause, n'ayant point été communiquée, n'avouait pu être contredite, ni faire aucun effet entre les parties. Enfin, sur les lettres de 1676, par lesquelles le rouet déclarait n'avoir point fait d'érection nouvelle en 1661, mais renouvelé l'érection de Piney en faveur de M. de Luxembourg, deux réponses. La première, que c'était pour la première fois qu'on en entendait parler, et en effet, M. de la Rochefoucauld, en ayant témoigné au rouet sa surprise, il lui répondit qu'il ne se souvenait pas d'avoir jamais donné ses lettres, à quoi M. de la Rochefoucauld, en colère, répliqua que c'était là des tours de passe-passe de M. de Louvois, qui en ce temps-là était fort ami de M. de Luxembourg, que ces lettres, qui n'étaient point enregistrées, étaient surannées, et partant de nul effet, que d'ailleurs, n'ayant jamais été connues jusqu'alors, elles ne pouvaient passer pour contradictoires et pour juger, sans entendre les parties, un procès pendant entre elles, et un procès de telle qualité et entre de telles parties sous la cheminée, et demeurer incognito 20 ans ainsi dans la poche de M. de Luxembourg. Deuxièmement, enfin, qu'à toute rigueur l'expression de renouveler n'emportait point le rang d'ancienne érection, puisqu'en effet un ancien duché périt, autrefois érigé pour une maison, et depuis érigé pour une autre, n'était à l'égard de cette terre qu'un véritable renouvellement. Telles furent les raisons fondamentales de part et d'autre sur lesquelles on comprend que les avocats trouvèrent de quoi exercer leur éloquence d'une part, leur subtilité de l'autre, mais ce qui vient d'être exposé suffit pour expliquer toute la matière en gros sur laquelle roula tout ce procès. Disons un mot des opposants, desquels il faut ôter messieurs de Chevreuse et de Bouillon, par les raisons qui en ont été rapportées. M. d'Elbeuf ne fit que nombre et ne se mêla jamais de rien, sinon de demeurer uni aux autres. M. de Ventadour parut quelquefois aux assemblées, fit à peu près ce qu'on désira de lui, mais au paiement près, il ne menait pas une vie à le mettre en œuvre. M. de Vendôme se présenta et fit bien, mais à sa manière et ne pouvant se contraindre à rien. M. de Lesdiguières était un enfant, et sa mère une espèce de fée sur qui son cousin de Villeroy avouait tout crédit. Ainsi, ce fut beaucoup pour elle que de laisser le nom de son fils, dont elle était tutrice, parmi ceux des opposants. M. de Brissac, obscur, ruiné et d'une vie étrange, ne sortait plus de son château de Brissac, et ne fit que laisser son nom parmi les autres. M. de Sully, peu assidûment, mais fermement.
messieurs de Chaume, de Richelieu, de la Rochefoucauld et de la Trémoëlle, étouaient ceux sur qui tout portouait, auquel le bonhomme monsieur de la Force se joignit dignement tant qu'il put, et monsieur de Rohan aussi. Mais monsieur de Richelieu et lui étouaient gens à boutade, qui ne donnèrent pas peu d'affaires aux autres. Monsieur de Monaco y étouait ardent, sauf ses partis et sa bourse, encore payoit-il bien en rognonnant, mais c'étouait des farces pour tirer le contingent du duc de Rohan. Les intendants de messieurs de la Trémoëlle et de la Rochefoucauld, nommés Magneux et Aubry, gens d'honneur, capables, laborieux et infiniment touchés de cette affaire, en étouaient les principaux directeurs. Et Riparfond, avocat célèbre consultant, étouait le chef de nos avocats et de notre conseil, chez qui se tenaient toutes nos assemblées, toujours une après-dînée de chaque semaine, et quelquefois plus souvent, où monsieur de la Rochefoucauld ne manquait jamais qu'il ne couchât presque jamais à Paris, et qui y rendit par son exemple les autres très assidus et fort ponctuels à l'heure, les plus ardents et les plus continuellement à tout étouaient messieurs de la Trémoëlle, de Chaulnes, la Rochefoucauld et la Force, monsieur de Monaco autant qu'il l'étouait en lui, et plus qu'aucun messieurs de Richelieu et de Rohan, mais comme il a été dit, plein de boutade et de fantaisie. Je me rendis assidu aux assemblées. Je m'instruisis et de l'affaire en souhait, et de ce qui se passait par rapport à elle, ce que je hasardais de dire dans les assemblées n'y déplut point. Riparfond et les deux intendants conducteurs me prirent en amitié. Je plus au duc. Monsieur de la Rochefoucauld, tout farouche qu'il étouait, et par son nom et le mien peu disposé pour moi, s'apprivoisa tout à fait avec moi. L'intimité de monsieur de Chaulnes avec mon père se renouvela avec moi, ainsi que l'amitié qu'il avouait eue avec le bonhomme Laforce. Je fis une amitié intime avec monsieur de la Trémoëlle, et je n'oserais dire que j'acquis une sorte d'autorité sur monsieur de Richelieu, qui avouait été aussi fort ami de mon père, et sur le duc de Rohan, qui fut plus d'une fois salutaire et à la cause que nous soutenions et à eux-mêmes. Chacun opinouait là en son rang. On ne s'interrompait point, on n'y perdouait pas un instant en compliments ni en nouvelles, et personne ne s'impatientait de la longueur des séances, qui étouaient souvent fort prolongées, pas même monsieur de la Rochefoucauld, qui retournait toujours au coucher du rouet, à Versailles, et chacun se piqua d'exactitude et d'assiduité. Le procès commençait tout de bon. Nous fîmes nos sollicitations ensemble, couplés deux dans un carrosse, et nous ne fûmes pas longtemps sans nous apercevoir de la mauvaise volonté du premier président qui, dans une affaire qui, par sa nature et le droit, ne pouvait être jugée que par l'assemblée de toutes les chambres et les pairs, non partis, ajournés, se hâta de nommer de petits commissaires pour être examinés chez lui et s'en rendre plus aisément le maître, ce qui étouait contre toutes les règles dans une affaire de cette qualité. Catinat, frère du maréchal, Beauchard de Saron, Monoury et Portail, rapporteur, furent les 4 petits commissaires. Harley fit bientôt pis. Beauchard s'étant récusé comme parent de la duchesse de Brissac-Vertamont, Joly de Fleury lui fut substitué. Or, Joly étouait beau-frère du président Talon, qui s'étouait récusé comme parent de monsieur de Luxembourg, et s'étouait, comme on l'a dit, mis ouvertement à la tête de son conseil, et, outre que ces 2 hommes étouaient si proches, ils étouaient de plus amis intimes. Les choses ainsi bien arrangées par le premier président, il voulut étrangler le jugement et passa sur toutes sortes de formes pour exécuter promptement ce dessein. Tandis qu'on lui laissait faire ce qu'on ne pouvait empêcher,
nous fûmes avertis d'un nouveau factum de monsieur de Luxembourg, dont on avouait tirer très secrètement peu d'exemplaires, qu'il en avouait fait aussitôt après rompre les planches, et qu'il se distribuait sous le manteau aux petits commissaires et à peu de conseillers sur lesquels il comptait le plus. Ce factum, contre toute règle, ne nous fut point signifié, et par ce défaut ne pouvait servir de pièce au procès. Mais l'intérêt de nous le cacher était capital, de peur d'une réponse, et le conseil de monsieur de Luxembourg comptait persuader ses juges par ces nouvelles raisons, quoique non produites. Mot nourri, l'un des petits commissaires, eut horreur d'une supercherie qui n'allouait à rien moins qu'à nous faire perdre notre procès. Il prêta ce factum si secret à Magneux, intendant du duc de la Trémoëlle, qui le fit copier en une nuit, et qui le lendemain, qui était un mardi, fit assembler chez Riparfond extraordinairement. Là, ce factum fut lu. On y trouva quantité de faits faux, plusieurs tronqués, et un éblouissant tissu de sophismes. La science de Talon, et l'élégance et les grâces de Racine y étaient toutes déployées. On jugea qu'il était capital d'y répondre, et, comme nous devions être jugés le vendredi suivant, il fut arrêté de nous assembler le lendemain mercredi matin chez Riparfond, et de partir de là tous ensemble pour aller demander au premier président délai jusqu'au lundi, lui représenter l'importance dont il nous était de répondre à la découverte que nous avions faite, et que, du mercredi où nous étions au lundi suivant, ce n'était pas trop pour répondre, imprimer et distribuer notre mémoire, et pour faciliter cette justice, il fut résolu de donner notre parole de ne rien faire qui pût retarder le jugement au-delà du lundi. Le lendemain matin, donc, nous nous trouvâmes chez Riparfond, rue de la Harpe, messieurs de Guéménée ou Montbazon, la Trémoëlle, Chaulnes, Richelieu, la Rochefoucauld, la Force, Monaco, Rohan et Mouet, d'où nous allâmes tous, et avec tous nos carrosses, chez le premier président, à l'heure de l'audience, qu'il donnait toujours chez lui en revenant du palais. Nous entrâmes dans sa cour, le portier dit qu'il y était et ouvrit la porte. Ce fracas de carrosse fit apparemment regarder des fenêtres ce que c'était. Et comme nous nous attendions les uns les autres à être tous entrés pour descendre de nos carrosses et monter ensemble le degré, arriva un valet de chambre du premier président, aussi composé que son maître, qui nous vint dire qu'il n'était pas chez lui, et à qui nous ne pûmes jamais faire dire où il était, ni à quelle heure de la journée il serait visible. Nous n'eûmes d'autre parti à prendre que de retourner chez notre avocat et délibérer là de ce qui était à faire. Chacun y exhala sa bile sur le parti pris de nous étrangler et sur l'espèce d'injure d'une part et de déni de justice de l'autre, de nous avoir renvoyés comme le premier président constamment chez lui venait de faire. Dans cette situation, on résolut de rompre ouvertement avec un homme qui ne gardait aucune mesure, et de ne rougir de rien pour traîner en longueur, tant qu'il nous serait possible, un procès où la partie était manifestement faite et sûre de nous le faire perdre, et faite parce que nous voyions tout ouvertement. Pour l'exécuter, il fut proposé de former une demande au Conseil, par monsieur de Richelieu, qui avouait toutes ces causes commises au Grand Conseil, pour y faire renvoyer celle-ci, ce qui formerait un procès de règlement de juge, au moyen duquel nous aurions le temps de respirer et de trouver d'autres chicanes. Je dis chicane, car ce procès ne pouvait, de nature et de droit, sortir du Parlement, ni être valablement jugé ailleurs. On applaudit à l'expédient. Mais, dès qu'on se mit à en examiner la mécanique,
Il se trouva que le temps étouait trop court, jusqu'au surlendemain que nous devions être jugés, pour qu'aucune requête de monsieur de Richelieu, tendant à cet expédient, pût être introduite. L'embarras devint grand, et notre affaire se regardait comme déplorée, lorsqu'un des gens d'affaires, élevant l'avoué, demanda si personne de nous n'avouait de lettres d'État. Chacun se regarda, et pas un d'eux n'en avouait. Celui qui en avouait fait la demande dit que c'était pourtant le seul moyen de sauver l'affaire. Il en expliqua la mécanique, et nous fit voir que quand elle se rouait cassée au premier conseil de dépêche, comme on devait bien s'y attendre, la requête de monsieur de Richelieu se trouverait cependant introduite, et l'instance liée au conseil en règlement de juge. Sur cette explication je souris, et je dis que, s'il ne tenait qu'à cela, l'affaire était sauvée, que j'avouais des lettres d'État, et que je les donnerais, à condition que je pourrais compter qu'elles ne seraient cassées qu'au seul regard de monsieur de Luxembourg. Là-dessus, acclamations de ducs, d'avocats, de gens d'affaires, compliments, embrassades, louanges, remerciements, comme de gens morts qu'on ressuscite, et messieurs de la Trémoëlle et de la Rochefoucauld se firent fort devant nous que mes lettres d'État ne seraient cassées qu'au seul regard de monsieur de Luxembourg. Aucune dette criarde n'avouait fait couer que ce soit à la mort de mon père. Pussort, fameux conseiller d'État, Dorieux et quelques autres magistrats très riches, nos créanciers, avouaient voulu mettre le feu à mes affaires, qui m'avouaient fait prendre des lettres d'État pour me donner le temps de les arranger. J'avouais été fort irrité contre leur procédé, mais je fus si aise de me trouver par cela même celui qui sauvouait notre préséance, que je pense que je les leur pardonnais. La chose pressouait. Je dis que ma mère avouait ses lettres d'État et que je m'en allouais les chercher. J'éveillai ma mère, à qui je dis assez brusquement le fait. Elle, tout endormie, ne laissa pas de vouloir me faire des remontrances sur ma situation et celle de monsieur de Luxembourg. Je l'interrompis et lui dis que c'était chose d'honneur, indispensable, promise, attendue sur le champ, et, sans attendre de réplique, prit la clé du cabinet, et puis les lettres d'État, et court encore. Ces messieurs de l'Assemblée eurent tant de peur que ma mère n'y voulut pas consentir, que je ne fus pas parti qu'ils envoyèrent après moi messieurs de la Trémoëlle et de Richelieu pour m'aider à exorciser ma mère. Je tenais déjà mes lettres d'État, comme on nous les annonça. Je les allais trouver avec les excuses de ma mère qui n'étaient pas encore visibles. Un contretemps qui nous arrêta un moment donna courage à ma mère de se raviser. Comme nous étions sur le degré, elle me manda que, réflexion faite, elle ne pouvait consentir que je donnasse mes lettres d'État contre un homme tel qu'était lors monsieur de Luxembourg. J'envoyai promener le messager, et je me hâtai de monter en carrosse avec les deux ducs qui ne se trouvèrent pas moins soulagés que moi de me voir mes lettres d'État à la main. Ce contretemps, le dirais-je à cause de sa singularité, monsieur de Richelieu avouait pris un lavement le matin, et sans le rendre vint de la place royale chez Riparfond, de là chez le premier président avec nous, et avec nous revint chez Riparfond, y demeura avec nous à toutes les discussions, enfin vint chez moi. Il est vrai qu'en y arrivant, il demanda ma garde-robe, et y monta en grande hâte. Il y laissa une opération telle que le bassin ne la put contenir, et ce fut ce temps-là qui donna à ma mère celui de faire ses réflexions, et de m'envoyer redemander mes lettres d'État. S'exposer à toutes ces courses et garder un lavement un si longtemps, il faut avouer vu cette confiance et ce succès pour le croire. En retournant chez Riparfond, nous trouvâmes le duc de Rohan en chemin, que ces messieurs, de plus en plus inquiets, envoyaient à notre secours.
Je lui montrai mon papier à la main, et il rebroussa après nous. Je ne puis dire avec quelle satisfaction je rentrai à l'assemblée, ni avec combien de louanges et de caresses j'y fus reçu. La pique est grande, et n'avouait pas moins gagner tout notre conseil que nous-mêmes. Ce fut donc acquis de tous. Duc et conseil me recevraient avec plus d'applaudissements et de jouets, et à mon âge j'en fus fort flatté. Il fut conclu que le lendemain jeudi, veille du jour que nous devions être jugés, mon intendant et mon procureur irouaient à 10 heures du soir, signifier mes lettres d'état au procureur de monsieur de Luxembourg et au Suisse de son hôtel, et que le même jour je m'en irouais au village de Longues, à 8 lieues de Paris, où étouait ma compagnie, pour colorer au moins ces lettres d'état de quelque prétexte. Le soir, je m'avisai que j'avouais oublier un grand bal que monsieur donouait à monseigneur au palais royal, le lendemain au soir jeudi, qui se devouait ouvrir par un branle, où je devouais mener la fille de la duchesse de la Ferté, qui ne me le pardonnerait point si j'y manquais, et qui étouait une égueulée sans aucun ménagement. J'allais conter cet embarras au duc de la Trémoëlle, qui se chargea de faire trouver bon aux autres que je n'y m'attirasse pas cette colère, de manière que j'étouai au bal, tandis qu'on signifiait mes lettres d'état. Le vendredi matin, je fus à l'assemblée où tous m'approuvèrent, excepté monsieur de la Rochefoucauld, qui gronda et que j'apaisai par mon départ, et qui se chargea de le dire au roi et sa cause. En partant, je crus devoir tout faire pour me conserver dans les mesures où je m'étais mis avec monsieur de Luxembourg. J'écrivis donc dans cet esprit une lettre ostensible à Cavoué, où je mis tout ce qui convenait à la différence d'âge et d'emploi, sur la peine que j'avouais de la nécessité, où je m'étais trouvé sur cette signification de lettre d'état. Cavoué était le seul des amis les plus particuliers de monsieur de Luxembourg, qui eût été fort de la connaissance de mon père. Sans esprit, mais avec une belle figure, un grand usage du monde, et mis à la cour par une maîtresse intrigante de mère qui y avouait dans son médiocre état beaucoup d'amis, il s'en était fait de considérables, mis très bien auprès du roi, et sur un pied de considération à se faire compter fort au-dessus de son état de gentilhomme très simple, et de grand maréchal des logis de la maison du roi. Il est aisé de comprendre avec combien de dépit monsieur de Luxembourg vit tous ses projets déconcertés par ses lettres d'état. Il courut au roi en faire ses plaintes, et n'épargna aucun de nous dans celles qu'il fit au public. Les lettres d'état furent cassées au premier conseil de dépêche, comme nous nous y étions bien attendus, mais, comme ces messieurs me l'avouaient promis, elles ne le furent qu'à l'égard de cette seule affaire. Monsieur de Luxembourg en triompha, et conta qu'avec ce vernis de plus, son procès allouait finir tout court à son avantage. Il employait tout le lendemain de ce succès à le remettre sur le bureau au même point d'où il y avouait été suspendu. Il remua tous ses amis et vit tous ses juges. En effet, aussi bien secondé qu'il l'était parmi eux, tout fut en état de le juger le lendemain, lorsque, rentrant chez lui bien tard et bien las de tant de courses, il y trouva la signification de monsieur de Richelieu entre les mains de son Suisse, que son intendant à peine osa lui dire avoir aussi été fait à son procureur. Ce coup porté, les opposants m'envoyèrent mon congé à Longues, où mon exil n'avouait duré que 6 jours. Je trouvais tout en feu. Monsieur de Luxembourg avouait perdu toute mesure, et les ducs qui l'attaquaient n'en gardaient plus avec lui. La cour et la ville se partialisèrent, et d'ami en ami personne ne demeura neutre ni prenant médiocrement parti. J'eus à essuyer force questions sur mes lettres d'état. J'avouai pour moi raison
Justice, nécessité et un parti ferme et bien organisé. Et des ducs mieux avec leur roué que n'y est doué monsieur de Luxembourg. J'avouai de plus, eus soin de mettre pour moi les procédés. Je les répandis, et comme je sus que monsieur de Luxembourg et les siens s'étouaient licenciés sur moi, comme sur la partie la plus faible, et de qui le coup qui les déconcertuait était oué parti, je ne me contraignis avec aucun d'eux. Qu'avouer, tout en arrivant, me dit qu'il avouait montrer mon billet à monsieur de Luxembourg, qu'il vouloit bien pardonner à ma jeunesse une chicane inouïe entre des gens comme nous, et qui en effet étouait un procédé fort étrange. Une réponse si fière à mes honnêtetés, si attentive me piqua. Je répondis à Cavouet que je m'étonnais fort d'une réponse si peu méritée, et que je n'avouais pas encore appris qu'entre nous gens comme nous, il ne fût pas permis d'employer une juste défense contre une attaque dont les moyens l'étouaient si peu, que, content pour moi-même d'avouer donné à tout ce qu'étouait monsieur de Luxembourg, tout ce que mon âge lui devouait, je ne songerouais plus qu'à donner aussi à ma préséance et à mon union à mes confrères tout ce que je leur devouais, sans m'arrêter plus à des ménagements si mal reçus. J'ajoutai qu'il le pouvait dire à monsieur de Luxembourg, et je quittai Cavouet sans lui laisser le loisir de la répartie. Le roué soupouait alors, et je fis en sorte de m'approcher de sa chaise et de conter cette courte conversation, et ce qui avouait donner lieu à livrer, parce qu'il étouait tout auprès du roué. Ce que je ne fis que pour en être entendu d'un bout à l'autre, comme je le fus en effet, et de là je la répandis dans le monde. Les ducs opposants, et principalement messieurs de la Trémoille, de Chaulnes et de la Rochefoucauld, me remercièrent de m'être expliqué de la sorte, et je douai à tous, et à ces troués encore plus, cette justice, qu'ils me soutinrent en tout et partout, et firent leur affaire de la mienne, avec une hauteur et un feu qui fit faire beaucoup de gens, et qui, par monsieur de la Rochefoucauld, surtout, me servit fort bien auprès du roué. Au bout de quelques jours, je m'aperçus que monsieur de Luxembourg, lorsque je le rencontrai, ne me rendouait pas même le salut. Je le fis remarquer, et je cessai aussi de le saluer. Encoué, à son âge et en ses places, il perdit plus que moi, et fournit par là aux salles et aux galeries de Versailles un spectacle assez ridicule.